Ça, c'est, je sais pas, vous prenez quelqu'un comme, je sais pas, Jacques Delors, au hasard, ancien président de la Commission européenne, ça sera la thèse qu'il défendra. Il y a beaucoup de fédéralistes en France, hein, qui vont dire, voilà, il faut un saut qualitatif pour l'Europe, il faut l'Europe. La position actuelle scandaleuse et choquante de la Hongrie et de la Pologne, bon, qui veulent mettre des barbelés tout autour de leur pays pour empêcher les immigrés de rentrer. Quand vous avez une par réalisme et par pragmatisme, qui est de dire, bah, puisque tout le monde n'est pas prêt à avancer du même pas, puisqu'il y a une hétérogénéité forte entre les pays, essayons de construire une Europe à géométrie variable, mais n'abandonnons pas l'idée d'Europe. Bon, moi, je me considère comme un Européen, un pro-européen, mais j'essaye d'être réaliste. Et donc, essayons de construire une Europe par des coopérations, alors en utilisant d'ailleurs quelque chose que vous connaissez peut-être, le concept qui est dans les traités, hein, prévu dans le traité de Lisbonne par exemple, c'était aussi dans le traité de Maastricht, qu'on appelle les coopérations renforcées. Qu'est-ce que c'est qu'une coopération renforcée? C'est quand un groupe de pays de l'Union européenne, il en faut 9 au minimum, décide d'aller de l'avant sur un sujet, mais que les autres pays ne sont pas prêts à le faire. Alors la règle quand même, c'est qu'il faut que les autres pays ne s'opposent pas. Alors je vais donner 3 exemples de coopération renforcée qui existent ou sont en passe d'exister. Savez-vous que dans le domaine des régimes matrimoniaux, pour la question du divorce, vous savez, les enfants qui ont des parents de nationalités différentes en Europe, un père allemand et une mère française, par exemple. Quand il y a divorce, ça crée des drames familiaux et des enfants souvent très durs. Donc là, il y a une coopération renforcée qui inclut d'ailleurs la France et l'Allemagne, entre autres pays, où les pays se sont mis d'accord sur des règles communes, de manière à ce que les juges des enfants, par exemple, dans les différents pays, appliquent à peu près les mêmes règles, pour le bien des enfants, notamment. Un deuxième exemple de coopération renforcée dans le domaine des brevets, ça n'a rien à voir. Donc vous savez ce que c'est que les brevets? C'est quand une entreprise ou des chercheurs font une découverte et déposent un brevet. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle avait, chaque pays avait sa législation différente, ce qui faisait qu'on ne pesait pas lourd à l'échelle internationale, notamment face aux États-Unis, dans la question des débats sur la manière de protéger les brevets. Donc là, on a fait une coopération renforcée avec un certain nombre de pays, je ne sais plus le nombre de pays, qui permet à la majorité, en tout cas aux pays les plus importants de l'Europe, dont la France et l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc., d'avancer, alors que tout le monde n'était pas forcément d'accord, vers des règles communes pour la protection de la propriété intellectuelle. Bon, voilà. Troisième sujet en cours de discussion et qui me tient à cœur en tant qu'attaque, c'est la taxe sur les transactions financières. Il y a une directive européenne qui a été proposée en 2013, qui propose que dans le cadre d'une coopération renforcée à 11 pays, dans lesquels donc, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les gros pays pèsent, mais pas la Grande-Bretagne, d'accord? Eh bien, on met en place une taxe sur les transactions financières. Vous avez certainement entendu parler, on en a beaucoup parlé, on a parlé notamment au moment de la COP21, parce que l'un des objets possibles de cette taxe, ou des utilisations possibles de cette taxe, serait de financer le fonds vert pour le climat en direction des pays du Sud, d'accord? Pour les aider à financer leur transition écologique. Bien. Eh bien, cette taxe sur les transactions financières, elle n'est pas encore adoptée, mais ils ont annoncé en pleine COP21, donc au mois de décembre dernier, qu'ils s'étaient mis d'accord sur le principe dans le cadre d'une coopération à 11 pays. Alors, la Grande-Bretagne est contre, et elle a promis d'ailleurs que s'il y avait cette taxe était mise en place, qu'elle pénalisait trop la City de Londres, qui est la plus grosse place financière européenne, eh bien, ils attaqueront en justice devant la Cour européenne. Donc c'est pas gagné encore. Hein. Mais si vous voulez, quand même, voilà un exemple de coopération renforcée. Donc pourquoi je prends ces 3 exemples que je viens de vous donner? C'est que
on pourrait décider d'une manière pragmatique, pour aller de l'avant, de construire une Europe à la carte, avec des pays avec une géométrie variable, hein, selon les avancées. Voilà, et on pourrait le faire. L'euro est une coopération renforcée aussi, entre parenthèses. L'euro, qui concerne 11 pays sur 28, est une coopération renforcée. Donc, si vous voulez, c'est une façon d'avancer qui est pragmatique et qui permet voilà, de faire bouger les choses. Ce qu'on peut penser, c'est quand un groupe de pays dans lesquels il y a les grands pays, comme l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, avance sur un sujet comme la taxe sur les transactions financières ou d'autres réformes, par exemple les brevets, les autres finiront toujours par suivre. Parce qu'il y a un effet de masse, il y a un effet d'entraînement. Donc l'idée, c'est que ces coopérations renforcées, tôt ou tard, elles ont vocation à s'élargir. Voilà. Et donc, ça, c'est la proposition. Alors pourquoi j'emploie le mot de confédération? Regardez la Suisse, qui est une confédération, et non pas une fédération, à la différence de l'Allemagne ou des États-Unis. La différence entre une confédération et une fédération, c'est que dans la confédération, les États membres, ou les cantons pour la Suisse, si vous préférez, ont un pouvoir, gardent des pouvoirs très importants. D'accord? Et qu'à l'échelle confédérale, le gouvernement a des pouvoirs beaucoup plus faibles que dans un État fédéral. Bien. Donc, puisqu'on n'est pas capable, on n'est pas d'accord, vu nos divergences et nos différences, aujourd'hui, de faire une fédération, eh bien, envisageons quelque chose de moins contraignant, néanmoins, avec un minimum de coopération, et en essayant d'accepter que les États acceptent de transférer à l'échelle confédérale une partie de leurs prérogatives dans les domaines qu'ils jugent nécessaires. Prenez par exemple le cas de la migration. Je pense que la question migratoire, c'est évidemment quelque chose qui doit être résolu à l'échelle européenne. Ça n'a pas de sens de le résoudre pays par pays. Donc, imaginons qu'on ait une coopération renforcée, et dans une optique confédérale, c'est-à-dire qu'un certain nombre de pays acceptent de renoncer à des prérogatives pour créer une agence commune, par exemple, pour créer des garde-côtes communes, donc toutes ces institutions, ces acteurs dont on a besoin pour traiter la question de l'immigration, et on irait de l'avant. Et je pense que ça, c'est une proposition, hein, que pour ma part, je mets en avant. Je ne suis pas le seul. J'ai des copains allemands, par exemple, d'Attaque Allemagne notamment, mais pas uniquement, qui sont favorables à cette... Donc il n'y a pas que des Français, nous sommes un certain nombre en Europe à penser qu'au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être le scénario le plus raisonnable, qui aurait le mérite de dire l'idée d'Europe n'est pas morte, mais il faut qu'elle soit profondément réformée. Et du coup, ça sera ma conclusion, avant de vous laisser la parole, c'est que, en fait, aujourd'hui, voilà ce que j'aurais tendance à dire, c'est que nous sommes dans une période très critique. Je pense que vous ne me contredirez pas si je vous dis que l'avenir de l'Europe est incertain. Qui peut dire ce que sera l'Europe dans 10, 20 ou 30 ans? Impossible. Peut-être qu'il n'y aura plus de construction européenne, ou peut-être que l'Europe se sera construite selon des bases nouvelles. Bon, on ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, on est tout à fait... On voit qu'il n'y a pas de visibilité, les gouvernements ne sont pas d'accord entre eux, ne sont pas capables de construire des politiques communes sur des sujets aussi importants que la question de l'immigration, par exemple, ou la politique de l'énergie, qui est si importante par rapport à la question de la transition énergétique. Regardez l'Allemagne, qui décide de renoncer au nucléaire, la France, qui est une des plus principales puissances nucléaires du monde. Comment voulez-vous que deux pays qui ont des politiques aussi différentes mènent une politique énergétique commune? C'est très difficile. Donc là, comment on fait? Vous voyez, voilà un exemple. On pourrait prendre un autre exemple d'hétérogénéité très forte au sein de la zone euro, de l'Union européenne. Donc moi, ce que je pense, c'est que les politiques actuelles, avec leur philosophie, avec leurs préceptes et avec les traités qui les définissent, ont échoué très largement dans le domaine économique, financier, migratoire et sécuritaire. En tout cas, c'est des points que j'ai énoncés au départ. Qu'il y a une véritable crise de légitimité de démocratie en Europe, c'est évident. Aujourd'hui, les gens ne croient plus, beaucoup moins qu'il y a 10 ans, par exemple, dans l'Europe. Quand vous faites des sondages, on le voit très bien, dans tous les pays européens, pas qu'en France. Hein. Bon. La montée du Front National, c'est un peu ça aussi. C'est une défiance à l'égard de la démocratie traditionnelle, mais aussi de l'Europe. Je pense que ça s'inscrit dans cette logique-là. Et que donc, aujourd'hui, pour moi, alors là, je parle avec ma casquette d'économiste atterré et d'attaque, hein, je pense que la question aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir de cette logique néolibérale, et notamment qui refuse la solidarité financière entre les pays, qui met uniquement l'accent sur la libéralisation, qui refuse d'avoir un budget européen, etc. Je pense qu'il faut repenser la démocratie. Alors ça, c'est fondamental. On ne construira pas une Europe nouvelle, sur de nouvelles bases, même si c'est une Europe unique. Si on veut. Quel rôle ont les États, mais aussi quel rôle ont les citoyens? La démocratie directe, représentative,
etc. Bon, et ça, je crois que c'est indispensable. Si on veut relégitimer l'Europe et redonner à l'Europe un peu plus d'appel, enfin disons d'attirance, d'attractivité pour les gens. Et donc ça veut dire que, évidemment, les institutions doivent bouger. Quelles institutions européennes? Le Parlement européen, il existe, il faudrait probablement lui donner même certainement plus de pouvoir pour contrôler l'exécutif. Il faudrait qu'il puisse voter des impôts, qu'il puisse voter un budget, si jamais on fait un budget. Donc vous voyez, ça veut dire que, pour ne prendre que le Parlement européen, lui donner un rôle aussi important, ou presque aussi important qu'il a dans nos démocraties nationales. Et puis, alors là, c'est aussi, je fais un plaidoyer pro domo, et je terminerai par là. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont très largement bloquées au niveau politique. Je pense que ce qui peut débloquer les choses, ou contribuer à débloquer les choses, ce sont les mouvements sociaux ici et de citoyens, qui, je pense, à l'avenir, auront un rôle très important à jouer pour débloquer la situation et faire bouger les politiques, qui aujourd'hui ne bougent pas, ne sont pas capables de faire avancer les choses. Quand on voit par exemple les mouvements comme Podemos en Espagne, alors vous me direz Syriza, c'est pas un bon exemple, parce que vous voyez la politique qu'ils mènent, on peut critiquer, mais il y a quand même des exemples de pays, et même au Portugal, il se passe des choses. Par contre, en France, on est en panne. On a un mouvement social qui est très faible, très divisé, mais il y a des pays, encore une fois l'Espagne, par exemple, ou la Grèce, où il y a des mouvements sociaux forts qui jouent un rôle. Donc moi, mon espoir, évidemment, c'est que non seulement dans nos pays, mais à l'échelle européenne, plus largement, il y ait des mouvements sociaux qui se développent. Et même, je fais le pari que le XXIe siècle, même la première moitié du XXIe siècle, se caractérisera probablement par l'émergence de mouvements sociaux relativement forts en réaction à l'immobilisme, face à l'immobilisme, face à des gouvernements, pas à des partis politiques réactionnaires. C'est aussi très important de contrer les pays qui veulent retourner sur les frontières purement nationales et qui veulent mener des politiques purement nationalistes, très dangereuses pour l'avenir. Voilà. Donc je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Donc ça veut dire que je fais appel à vous pour vous engager, dans quelle que soit l'organisation, l'association, mais je crois qu'en tant que citoyens, aujourd'hui, nous avons des responsabilités. On ne peut pas rester les bras croisés, se contenter de lire les journaux et de déplorer l'Europe, et même la situation telle qu'elle est en France. Aujourd'hui, on a un devoir d'engagement. Si vous êtes là, c'est que vous faites partie probablement de la frange de la population d'ailleurs la plus sensible et la plus engagée, mais je pense qu'il faut sensibiliser nos concitoyens. Parce que c'est fondamental. Si on ne bouge pas, au niveau des citoyens, on aura vraiment beaucoup de mal à ce que l'avenir soit un peu plus favorable. Voilà. Je m'arrête. Monsieur. Moi, je voudrais intervenir au niveau un peu de la jeunesse aujourd'hui. Il existe une jeunesse européenne, par le biais d'Erasmus, par exemple. On se rend compte qu'en 25 ans, j'ai plus les chiffres exacts, mais on compte 1 million de bébés Erasmus. C'est quand même fantastique, ça. C'est de bébés Erasmus. Oui, il y a énormément de ménages qui sont constitués de qui sont bébés. D'accord. Des petits bébés. Erasmus, donc des enfants. Et donc ça, on sent qu'il y a quand même une réalité européenne. Ils ne reviendront jamais en arrière, cela. C'est pas possible. Alors je me dis qu'il y a quelque chose qui pousse quand même à la base, là. Non? Oui, oui. Je réponds question par question, peut-être. Oui, bon. Non, je pense que l'élément optimiste qu'on peut avoir dans l'évolution, en effet, future possible de l'Europe, c'est le rôle que va jouer la jeunesse. C'est vrai que quand vous parlez aux jeunes, moi je suis prof d'université, donc je vois les jeunes de 20 ans, je vois qu'ils sont beaucoup plus européens et même cosmopolites, hein, c'est-à-dire intéressés, ouverts à l'extérieur que pouvaient l'être leurs aînés. Hein. Et donc il y a une ouverture qui est très, très, très forte. Nous, dans mon université, par exemple, on a créé un master Erasmus. C'est-à-dire qu'on a créé une formation qui accueille des étudiants européens, et même au-delà d'ailleurs des frontières européennes. Et c'est formidable de voir comment ça marche, de voir tous ces jeunes, ils sont de plein pied entre eux de manière naturelle. Donc c'est clair que vous avez raison. Malheureusement, malheureusement, espérons plutôt que demain, ils forment une proportion de la population suffisamment importante et nombreuse pour pouvoir peser dans le débat public et dans les choix politiques. Voilà. C'est ça la question qu'on peut se poser, mais vous avez raison. Il y a des mentalités. Les jeunes aujourd'hui n'ont rien à voir sur le plan européen avec ce que nous étions nous, ce qu'étaient nos prédécesseurs. Oui. Oui. Moi, je voudrais dire deux choses. Par rapport à la Grèce, d'une part, le mouvement grec, qui était porteur de grands espoirs, a été scié, il a été assassiné, quoi, en quelque sorte. Quel est l'avenir de la Grèce aujourd'hui dans ce système néolibéral, quoi.
Et puis deuxièmement, vous parlez des mouvements sociaux et citoyens. En France, on assiste à un bras de fer énorme. Quand on voit ce qui se passe avec les salariés d'Air France et aujourd'hui avec les salariés en lutte de Goodyear,